Un an après s'être engagé à mettre fin à la guerre en Ukraine en un jour, et à peine 6 mois après son entrée en fonction, Donald Trump a repoussé la paix de 50 jours encore une fois. L'ultimatum lancé au président Poutine, c'est faire la paix sous peine de sanctions, n'a pratiquement aucune chance de modifier les ambitions russes en Ukraine. Acculé, Trump pourrait enfin être contraint de répondre aux préoccupations profondes de la Russie. Dans une allocution télévisée le 14 juillet lors de sa rencontre avec le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, le président Trump a déclaré: si nous ne parvenons pas à un accord de paix dans 50 jours, nous allons imposer des tarifs sévères, des tarifs douaniers d'environ 100%. Vous les appelleriez des tarifs secondaires. La loi de 2025 sur les sanctions contre la Russie instaurer des sanctions secondaires contre la Russie en imposant des droits de douane élevés pouvant atteindre 500% à des pays comme la Chine et l'Inde qui importent notamment de l'énergie russe. Les parlementaires américains veulent forcer Trump à contraindre le président Poutine à reculer en Ukraine. Selon plusieurs observateurs militaires, le soutien supplémentaire en armement des missiles patriotes et des intercepteurs que les États-Unis fourniront désormais à l'Ukraine, payés par les alliés européens de l'OTAN, ne sera pas suffisant pour faire pencher la balance militaire en faveur de Kiev. En effet, l'effet militaire sur le terrain montre que la Russie continue de gagner du terrain. En plusieurs points de la ligne de front, la Russie a récemment enregistré des gains significatifs compte tenu de la lenteur de l'attrition de cette guerre. Donald Trump a certes engagé des discussions directes avec le président Poutine, ce qui est une bonne chose en soi dans un contexte de guerre où la diplomatie était absente durant 3 ans. Mais son véritable problème, en moins d'apparence, réside dans son incapacité à forcer l'Ukraine et ses sponsors européens à répondre aux préoccupations de sécurité nationale et collective sous-jacentes de la Russie concernant la guerre. La principale préoccupation concerne et a toujours concerné la nécessité pour l'Ukraine d'adopter la neutralité, de renoncer à son aspiration à l'adhésion à l'OTAN. Aucun signe de compromis n'a été observé sur cette préoccupation fondamentale, ni à Kiev, ni à Bruxelles, ni à Paris, ni à Berlin, ni à Londres. Offrir davantage d'armes à l'Ukraine ne fera qu'encourager Zelensky, Mark Rutte, Ursula von der Leyen, Friedrich Merz, Emmanuel Macron et Keir Starmer, convaincus que les aspirations ukrainiennes à l'OTAN demeurent bien vivantes. Et pour cause, ils prêtent à la Russie, sans avancer la moindre preuve, des desseins d'invasion de l'Europe occidentale. Les chances de voir l'armée russe reculer sans aucune concession de la part de l'Ukraine ou de ses sponsors européens sont si faibles qu'elles sont presque inexistantes. Comme le rapporte The Guardian, au Royaume-Uni, même certains politiciens et blogueurs ukrainiens affirment que 50 jours permettront simplement à la Russie d'occuper davantage de territoire ukrainien. Le point le plus intéressant de ce rapport tient au fait que cette révélation est faite par un média grand public britannique rapportant les opinions de l'opposition ukrainienne plutôt que le récit de la propagande de Zelensky. Ainsi, les dirigeants politiques et militaires européens sont-ils sous l'emprise de cercles néoconservateurs qui le poussent à une confrontation directe avec la Russie? Les chances d'une paix réelle et durable en Europe s'amenuisent-elles en ce moment? Alors, pour discuter de toutes ces questions fondamentales, j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir le géopoliticien et essayiste français François Martin, auteur de 2 livres majeurs, L'Ukraine, un basculement du monde, et Le temps des fractures, l'Occident contre le reste du monde, aux éditions Jean-Cyril Godefroy. François Martin, bonjour et merci d'avoir accepté de nous accorder cet entretien. Bonjour cher Kamal, je dois dire que votre introduction est tellement parfaite que je me demande même s'il faut que je réponde quoi que ce soit, tellement la présentation est impeccable, mais bon, c'est une plaisanterie. En tout cas, bravo. Non, je vous en prie, mais ce que je demande, c'est une vision profonde, Oui, on va aller essayer. derrière le rideau. Là, Voilà, c'est devant le ça. rideau, on voit des acteurs qui Tout s'agitent un à peu fait. partout dans tout, mais on C'est aimerait bien exactement ça. comprendre la dynamique qui sous-tend tous ces Voilà. mouvements-là.
Alors, Tout à fait. François Martin, ma première question, d'abord, quelle est votre appréciation concernant les dernières annonces de Trump au sujet du conflit en Ukraine, donc concernant ces nouvelles livraisons d'armes et les nouvelles sanctions apparemment, où les dirigeants européens comptent-ils donc arrêter leur soumission et vassalisation D'accord. aux suzerains américains? Alors, il y a plusieurs remarques préalables qu'il faut faire et qui permettent de cadrer le sujet, à mon avis, parce que comme vous le dites très justement, il y a les cartes et il y a le dessous des cartes. Et ce qui est intéressant, c'est Exactement. le dessous des cartes. La première remarque, c'est que Trump, sur le dossier russe, puisque c'est celui qui nous intéresse, il a quand même progressé et énormément, parce qu'il y a 6 mois, quand on prononçait aux États-Unis ou en Europe le nom de Poutine, il fallait qu'on se mette une pince à linge sur le nez parce qu'on était un paria et il fallait pas, etc., etc. Or, ils se parlent régulièrement, ils se parlent sans doute beaucoup plus qu'on ne le dit sans le dire à tout le monde. Je constate que Rubio et Lavrov se connaissent bien puisque quand ils se retrouvent, je crois que c'est en Indonésie qu'ils se sont retrouvés, ils rigolent, etc. Donc, ils doivent À Kuala donc Lumpur, en Malaisie. en En Malaisie, à Malaisie, Kuala voilà. Lumpur. Tout à fait. Donc, je constate que le plus important dans cette affaire, c'est-à-dire le fait de briser la glace entre la Russie et les États-Unis, ça c'est fait et c'est très important. Alors Mhm. ensuite, il reste, je dirais, la façon de gérer Zelensky. Alors, d'abord, je constate que la menace qui est faite, comme quoi il faut mettre des droits de douane de 100% ou même de 500%, celui qui propose ça, c'est un cinglé parce que le premier pays à qui ça va faire énormément de mal, c'est évidemment les États-Unis. Absolument. Et Ouais. je pense que dans cette affaire, ses amis qui veulent sa perte sont encore pires et plus violents que ses véritables ennemis de l'État profond. Mhm. Parce que dans l'État profond, il y a les financiers, il y a les marchands de canons, ils trouvent des moyens de leur donner des os à ronger, même s'ils essayent de les convaincre que les dividendes de la paix sont plus utiles et plus importants financièrement parlant que les dividendes de la guerre, et je reviendrai là-dessus, malgré tout, la démarche qui consiste à obliger l'Europe à s'armer, c'est bien une démarche qui consiste à donner un gros os à ronger à ces marchands de canons en lui disant lorsqu'ils auront tous 5%, eh ben, on s'arrangera pour envoyer les Français en Papouasie-Nouvelle-Guinée, puis nous, on bourrera l'Europe de F-35, etc., etc. C'est ça l'idée qui est derrière tout ça. C'est évident, à mon avis. Mais Mhm. bon, disons que, pour répondre à la question, moi je pense que le cadre principal, et ça je l'ai dit assez souvent, mais il y a peu de gens qui le disent clairement, c'est que je pense qu'il y a un accord stratégique de fond dès le début entre les Russes et les Américains. Quand vous dites, D'abord parce que François Martin, quand vous dites les Américains, c'est-à-dire Trump et ses alliés. tout à fait, la nouvelle Ce n'est pas administration le... Trump Voilà. et pas ses alliés, Ouais. pas ses alliés, Trump et sa nouvelle administration. Non, oui, c'est ça. J'en veux pour preuve, dès le début de son mandat, le 30 janvier, la réunion, l'interview que je crois fondamentale entre Marco Rubio et la journaliste américaine Megyn Kelly, Mhm. dans laquelle Marco Rubio, une semaine après l'intronisation de son patron, je veux dire, ce jour-là, c'est véritablement la voix de son maître. Il ne dit pas quelque chose qu'il pense lui et que Trump ne pense pas une semaine après l'intronisation. Et il dit très clairement l'unipolarité et l'hégémonie américaine, c'est terminé, c'est-à-dire Brzezinski et le grand échiquier, c'est dans le lac. Aujourd'hui, le monde ne peut pas être tenu par les Américains. Il doit devenir tripolaire, il dit, avec une direction à la fois des Américains, des Chinois et dans une certaine mesure des Russes. Alors, Mhm. il oublie là-dedans évidemment l'Inde, il oublie, etc. Mais le cadre, c'est ça. C'est-à-dire, En moins sur le principe, le fait d'admettre que le monde unipolaire est terminé et c'est gigantesque. Absolument. Donc, moi, je traduis de ça le fait que dans ces conditions,
puisqu'on n'arrive pas l'Occident comprend que sa volonté hégémonique n'est plus possible, il faut transformer la relation avec le Sud d'une relation militaire qui ne peut pas marcher en une relation commerciale. Donc, ça nécessite une métamorphose du Nord, d'abord un arrêt des guerres, ensuite le fait de la part de Trump de convaincre ses financiers, qui sont aussi les financiers des démocrates, qu'il vaut mieux financer des projets miniers en Russie que financer les marchands de canons qui vont se battre contre la Russie. C'est plus intéressant, on gagne plus d'argent. Donc, il faut les convaincre. Mais pour ça, il faut leur enlever l'os qu'ils ont dans les hyènes qu'ils ont dans la bouche pour leur dire enlevez l'os, je vais vous mettre un os plus gros. Mais ça se fait pas tout seul. Ça, c'est difficile. Mais ce que je pense, c'est qu'il y a donc un accord stratégique entre Russes et Américains à la base. D'abord parce que ce sont deux conservateurs et qui se retrouvent autour des valeurs de la famille, etc. Mais surtout parce que si jamais il y a une confrontation demain, l'Amérique ne veut pas se retrouver seule contre un seul camp où il y a les Russes et les Chinois. Ça, pour eux, c'est, à mon avis, le cauchemar absolu. Et je pense que les Russes ont le même objectif. Alors, on ne le dira pas, mais je pense que les Russes ont aussi intérêt à ce que, quelque part, la relation avec les Chinois soit un peu dissociée, de façon à ce que s'il y a demain un conflit ou un problème, c'est un jeu à 3 et pas un jeu à 2 contre 1, qui est très dangereux. Et je pense même que c'est d'une certaine façon aussi l'intérêt des Chinois, parce que les Chinois n'ont peut-être pas envie de se faire entraîner dans un conflit entre les Russes et les Américains. Donc, ça me permet de dire que moi, je suis confiant sur la réussite des choses, parce qu'au bout du compte, même si c'est difficile, il y a une convergence de vues entre les Russes et les Américains sur un résultat qui sera obligatoirement la victoire de Poutine. Alors, dans ce cadre, justement, François Martin, lors de sa dernière conférence de presse, le général Thierry Burkhardt, donc c'est le chef d'état-major des armées françaises, le CEMA, a insisté sur une menace russe durable contre la France, sans avancer ni la moindre explication stratégique, ni encore moins la moindre preuve tangible de ce propos. Je rappelle que les Russes n'ont jamais déclaré ni les responsables politiques, ni les responsables diplomatiques, ni les responsables militaires n'ont tenu un tel propos. C'est pour ça, donc c'est pourtant une inversion, alors que c'est une inversion normalement des réalités géopolitiques, car ce sont justement les idéologues néoconservateurs de la présidence Macron qui ont désigné la Russie comme leur ennemi, en décidant d'être co-belligérants avec Kiev contre la Russie dès 2022, mais encore plus depuis l'élection de Donald Trump. Et on ne trouvera nulle part la désignation de la France comme une cible par Moscou, comme le prétend le CEMA français, ni dans les discours politiques, ni dans les documents officiels, ni dans les actes. Rien. Alors, comment peut-on expliquer cette posture politique et militaire française à l'égard de la Russie? Le général Burkhardt, donc on se pose quand même la question, répète-t-il sans réfléchir les éléments de langage des idéologies, des idéologues néoconservateurs de la présidence Macron, ou croit-il, c'est encore plus grave à ce narratif, démontrant donc une inculture géopolitique extrêmement grave à ce niveau? Alors, moi, je crois qu'il y a deux explications à cette affaire. D'abord, la première explication, c'est que contrairement à ce qu'on dit souvent, il n'y a pas une stratégie occidentale vis-à-vis de la Russie. Il y a une stratégie de l'administration Trump et il y a une stratégie des dirigeants européens qui est l'inverse de la stratégie Trump. Parce que il ne faut pas oublier que les Américains, les Européens qui ont vu arriver Trump depuis maintenant plusieurs années n'ont fait aucun effort pour se rapprocher de lui. Il faut bien comprendre que pour les Européens qui sont des alliés de l'État profond et du système démocrate et du système, je dirais, progressiste, Trump est autant leur ennemi que Poutine. Donc, derrière la guerre géopolitique apparente, qui est en fait un rapprochement entre les Russes et les Américains, il y a une deuxième guerre qui s'est mise en place, qui est une guerre culturelle entre les progressistes que sont les Européens et l'ancienne administration américaine,
et d'un autre côté, les Russes, les Américains, et je pense tout le reste du monde qui est conservateur, y compris les Africains, les Moyen-Orientaux, etc., etc. Donc les Européens, ils ont à mon avis une tactique qui est extrêmement claire, c'est de mettre des croche-pattes à Trump autant qu'ils le peuvent, et l'un d'entre eux, ça consiste à hystériser la relation avec Poutine au moment même où Trump est en train d'essayer de se rapprocher. Donc ça explique, à mon avis, une partie de la motivation des Européens, et c'est une stratégie qui est très claire. On ne peut pas dire qu'elle est irrationnelle, elle est tout à fait rationnelle. C'est-à-dire, derrière l'opposition à Poutine, ce qu'on cherche en vérité, c'est à embêter Trump plus que Poutine. À mon avis, ça, c'est une raison. Et l'autre raison de ça, je pense, c'est que ces dirigeants qui sont ceux de la coalition des volontaires, que sont les dirigeants essentiellement français, anglais et allemands, il faut remarquer que ce sont ceux qui sont les plus mal élus et les plus fragiles, et ils ont intérêt à hystériser la relation avec la Russie de façon à essayer de tenir leur propre population par la peur. C'est une constante de Macron depuis les Gilets jaunes, depuis le Covid, etc. C'est de toujours essayer de terroriser en particulier les classes moyennes et les bourgeoisies, de façon à les faire tenir tranquilles, et c'est exactement ce qu'il Est-ce fait. que, parce que là vous soulevez un point extrêmement important, est-ce que c'est le fait justement qu'ils sont très mal élus ou qu'ils ont une popularité extrêmement faible qui a fait peut-être, je ne sais pas, que Macron a demandé à son chef d'état-major, peut-être en pensant qu'il est beaucoup plus crédible, d'aller dire, tenir ce discours, parce que pour un chef de l'armée, bon, les politiques, ils en disent tellement, on sait que à tort et à travers, que c'est pas très intéressant de trop s'attarder sur leurs déclarations. Mais là, il s'agit du chef d'état-major de l'armée. Tout à fait. S'il dit que la Russie menace directement la France et qu'elle prend la France pour une cible militaire sérieuse, il faut qu'il explique. Bien Où sont sûr, les preuves et bien quels sont sûr, les objectifs de la Russie? C'est quoi mais bien sûr, mais bien c'est sûr, défiler sur le Champs-Élysées comme Hitler? C'est quoi mais, le... mais bien sûr, mais c'est ça que je trouve grave dans cette affaire, et vous avez exactement mis le doigt sur le problème, c'est que en fait, le fait que le Macron dise les ennemis, les Russes sont nos ennemis, sus maintenant, on va dépenser de l'argent, on va se mettre en ordre de bataille, etc. C'est son rôle en tant que chef d'État, que ça soit vrai ou que ça soit pas vrai. C'est son rôle en tant que chef d'État. Mais le rôle du chef d'état-major, à mon avis, n'est pas celui-là. Il est de mettre à la disposition du politique, quel que soit le politique, sur un plateau, les éléments de défense dont le politique a besoin. Mais l'armée, je rappelle, c'est la grande muette. Ce n'est pas son rôle de jouer le rôle du politique. Or, dans cette affaire, à la demande du président de la République, le général Burkhardt fait, je peux dire, la première partie de son spectacle avec les claquettes et les castagnettes. Je trouve que c'est très grave et ça Mhm. indique une augmentation de la servilité des chefs de nos armées par rapport aux politiques. En tout état de cause, si le général avait eu la déontologie qu'il devrait avoir, il aurait dû dire au président de la République: Monsieur le Président, c'est à vous de désigner l'ennemi si vous le souhaitez. Moi, je suis là pour représenter l'armée. Imaginez que demain, il y a un autre président de la République qui a une position différente en disant Absolument. finalement, les Russes sont nos amis. Moi, je me suis exprimé et vous me demandez de m'exprimer en tant qu'armée. Alors, qu'est-ce qui va se passer? On va dire, la Russie va dire, attendez, vous êtes en train de nous dire que vous êtes nos amis maintenant, le nouveau politique. Par contre, l'armée s'est exprimée en disant qu'on était l'ennemi. Donc, c'est très grave. C'est très Absolument. grave. Donc, le Et on président peut même Poutine le rajouter connaît le par chef. cœur. Mais si On vous peut, voulez, c'est une commande de la part du président de la République. Et il y a une politisation forcée qui indique une servilité des militaires que je trouve très inquiétante. Très inquiétante. et il y a Je, aussi le chef de la DGSE hein, mais qui c'est s'est pour donné. ça, c'est une opération C'est la montée par le première fois président de la qu'on voit ça. République. C'est une opération montée complètement par le président de la République qui se fait réassurer par les services et par l'armée pour solidifier son propos. Parce que son propos, ça consiste à hystériser la relation
parce que comme lui n'a pas d'existence politique aujourd'hui, ni sur le plan intérieur, ni sur le plan international, où il est décrédibilisé, il lui faut quelque part retrouver une certaine forme de substance. Je dis que tous les matins, tous les soirs, il se met au pied de son lit et il prie en disant mon Dieu, faites que j'existe encore médiatiquement demain matin. Et le matin, il ouvre son dressing, il prend son treillis, il dit bon, aujourd'hui je vais mettre le treillis parce que ça va me donner une existence politique jusqu'à ce soir. C'est ça l'objectif de Macron, à mon avis. Je ne pense pas qu'il est assez fou pour penser qu'il peut véritablement aller attaquer la Russie. Et la preuve, et je finirai avec ça, comme quoi je pense qu'il n'y a pas de menace militaire, mais qu'il y a une menace politique qu'elle est totalement fabriquée, c'est que depuis 3 ans que la guerre a lieu, les militaires à aucun moment n'ont demandé une rallonge du budget militaire, hein, à aucun moment, en disant il nous manque des chars, il nous manque ci, il nous manque des canons, fabricants. Ils l'ont jamais fait. Donc ça veut dire quoi? Que pendant 3 ans, ils n'ont pas considéré qu'il y avait une menace. Parce que s'il y a une menace, la première chose, on met de l'argent, on demande des rallonges, etc., pour former des gens, etc. On ne l'a pas fait. Alors pourquoi est-ce qu'on le fait maintenant au bout de 3 ans? Parce que quelque part, le président a dit on va monter une autre pièce de théâtre, une de plus, qui s'appellera Les Russes sont très méchants, et je vais demander à mes sbires de faire un numéro en première partie de mon spectacle. Mais il y a a quand fait. même un grave danger sur l'unité de l'armée, le moral des troupes, parce que ce que vous dites là est extrêmement dangereux aussi, parce que imaginez-vous que quelqu'un change de posture et déclare que la Russie est un allié. Qu'il se passe quoi dans l'armée alors? Ben, c'est ça le problème. Alors, j'espère que les militaires qui sont derrière sont assez intelligents pour comprendre le jeu politique fabriqué qu'il y a en haut de la hiérarchie. Mais ceci étant dit, je constate aussi, d'après ce que je vois sur les plateaux de LCI avec les militaires, etc., qu'il y a eu quand même dans le passé euh, une, une contamination idéologique venant de l'OTAN qui a duré depuis longtemps et qui dure toujours. Et dans les hauts gradés de l'armée, il y en a un certain nombre de ceux qui sont passés par l'OTAN, qui sont des anti-russes primaires et viscéraux parce qu'on leur a appris ça. Alors, je vais raconter une petite histoire. Quand on prend un pistolero pour vous protéger de vos ennemis, il s'installe chez vous sur votre canapé, il commence à prendre une bière et puis il regarde la télé. Et puis après, il va dans votre frigidaire, il mange vos provisions avec votre frigidaire. Et puis après, c'est vous qui dormez sur le canapé, puis lui, il couche dans votre lit avec votre femme. Et ben, à force depuis le temps, le pistolero américain, il couche avec nos femmes et nous, on considère que c'est normal. Et ben non, c'est pas normal. Voilà. Donc, il y a une contamination des esprits, je dirais, et il se passe en particulier dans un certain nombre de cadres de l'armée et peut-être aussi malheureusement, bien que je n'en ai pas la preuve, il faudrait le savoir, au sein de l'école de guerre, dans l'enseignement, etc., etc., au On y niveau des jeunes reviendra. officiers. Je ne le sais pas, mais si c'est ça, c'est inquiétant parce que notre relation historique avec la Russie, c'est que la Russie a été souvent notre meilleur ami pour nous sauver au moment de la Première Guerre mondiale et au moment de la Deuxième Guerre mondiale. Il faut peut-être se rappeler un peu de la profondeur historique des choses pour avant de D'accord, prendre une position primaire, je dirais. Voilà. Hein. d'accord. J'aimerais bien aborder l'aspect économique quand même de cette déclaration des chefs européens, parce que, mais en particulier la France. Alors, Oui. après des résultats d'un camp Berne en 2024, mercredi 18 juin, l'Institut national des statistiques, l'INSEE, français, prévoit dans une note de conjoncture une économie française en repli pour 2025. Les principaux moteurs donc, de la croissance française, comme la consommation et l'investissement, sont en rouge. L'INSEE prévoit une hausse de seulement 0,6% du PIB, après 1,1 en 2024 et pour cette année. Donc, ce taux est inférieur à la prévision du gouvernement qui est donc de 0,7% et que ce dernier a jugé atteignable en dépit de vives tensions, ainsi de suite, et d'un effort budgétaire considérable qui se poursuivra en 2026. Et puis,
Donc, concernant les investissements, c'est aussi la même chose. Il y a un recul, que ce soit l'investissement public, l'investissement pour les entreprises, les ménages concernant la construction de logements. Et il y a les déclarations donc de François Bayrou dernièrement où il annonce le plan de redressement de la France. Où, franchement, il n'a pratiquement rien dit si ce n'est annoncer des choses qui vont encore aggraver la situation. Oui, Alors, François Martin, alors que la dette publique française vient de dépasser les 350 milliards d'euros et que les déficits budgétaires, commerciaux et de la balance de paiement sont colossaux, où le gouvernement français compte-t-il trouver l'argent pour financer d'abord les 5% du PIB de dépenses militaires décidées au sommet de l'OTAN et payer l'armement qui sera envoyé par les États-Unis à l'Ukraine? Sachant que Macron, j'ai l'impression qu'il a aussi déclaré que ça ne se fera pas avec un prêt. oui. Qu'est-ce qu'on comprend dans tout ça? Moi, d'abord, ce que je comprends, c'est une chose, c'est que pour moi, et ça, je fais une analyse historique là-dessus, la France n'est pas véritablement aujourd'hui, ne fonctionne pas véritablement comme une démocratie, mais plutôt comme une espèce de plutocratie, une démocratie dévoyée avec un certain nombre de lobbies qui sont des lobbies d'abord politiques ou des lobbies idéologiques ou même des lobbies, comment dire, de l'administration française et que ce système de canard sans tête aujourd'hui, avec une verticalité du pouvoir qui était instituée par le général de Gaulle, qui a disparu, fait qu'il y a énormément d'argent qui part, je vais dire ça, chez les copains. On se souvient de Marlène Schiappa avec le fonds Marianne, les journaux qui sont payés, je crois que le Figaro reçoit 2 millions d'euros par an. Enfin, ça, les copains prennent énormément d'argent, ce que j'appelle le gras. Et puis après, il y a le maigre, c'est-à-dire c'est les impôts qu'on prend aux petites entreprises, c'est les petits retraités, etc., etc. Donc je dirais que si on voulait véritablement trouver de l'argent en France, ça serait, à mon avis, très facile. Il suffit de taper dans le gras. Euh, le, 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 le douanier Charles Prats avait écrit un livre où il montrait que rien que sur la sécurité sociale, il y a 50 milliards de détournements à récupérer. Donc, il y a beaucoup 50 d'argent à milliards! récupérer. Comment? 50 milliards! 50 milliards de 50 détournement! milliards. Je ne me souviens plus du titre de son livre qui est paru il y a quelques années. Il y a eu même un deuxième tome, mais bon, il expliquait comment se faisait la fraude à la sécurité sociale. C'est ahurissant. Je crois qu'il y a 20% de plus ou 30% de plus de cartes de sécurité sociale que d'assurés. Donc, il y a une fraude. La France est soumise à une fraude manifeste. C'est pour ça, ça me permet de dire qu'il y a beaucoup d'argent. Mais par ailleurs, le Premier ministre qui avait été lui-même lors de ses campagnes électorales en tant que cherchant à avoir la présidence de la République, qui avait tenu ce discours en disant qu'en France, il y avait beaucoup de gras à récupérer sur la fraude en particulier, et celui qui est aujourd'hui sous les ordres du président de la République, chargé d'appliquer la politique qui consiste à ne rien toucher de cet argent, mais d'essayer de trouver de l'argent dans le maigre, c'est-à-dire dans l'argent des Français. Ben, comme en fait ils sont dans une situation de survie aujourd'hui et que à ce titre, peu importe les Français, puisqu'il s'agit de les contraindre, je pense qu'il va les trouver d'une façon ou d'une autre. Voilà, c'est ça que je veux dire. Mais il va continuer à enfoncer notre pays dans le mur. Voilà, c'est ça qui va se passer. Et par ailleurs, je pense que le projet de Macron, et je vais finir avec ça, le projet de Macron étant celui d'une grande, comment dire, un grand fourre-tout européen intégré, la dette française sera noyée dans la dette européenne et donc ça n'a pas beaucoup d'importance. Je Co- pense que co- co- l'argent, on trouvera l'argent. Enfin, s'il faut dépouiller un peu plus les Français, on va le trouver, mais les Français seront D'accord. dépouillés. Voilà. Et côté emploi aussi, parce que le taux de chômage devrait remonter donc à 7,7% en 2025 contre Évidemment. 7,4% actuellement. L'emploi salarié s'est nettement retourné depuis 2 trimestres. L'économie française détruisant plus de 120 000 postes salariés.
donc c'est c'est toujours ça. les statistiques de l'INSEE, qui prévoient Oui, que au total, environ 210 000 emplois salariés seraient perdus en 5 trimestres à fin bien sûr. 2025. Et selon l'INSEE, donc la faible croissance française en 2025 aurait pour corollaire de faire reculer de 1,3% les émissions de gaz à effet de serre de la France. Moi, cette remarque-là m'a fait rire parce Encore que une autre façon de mettre la trouille aux Français, hein, une de non, plus, non, hein. mais c'est qu'ils considèrent que le fait que la croissance a reculé, donc alors que la pauvreté va encore s'installer, c'est une aubaine parce que ça fait C'est reculer ça. les gaz à effet de serre. Mais la question que j'aimerais bien me poser et vous poser, donc sans relance normalement de l'industrie, ça on le sait tous, de l'agriculture et la levée des sanctions internationales à l'égard de la Russie, peut-on prendre le gouvernement au sérieux quand il parle de relancer l'économie du pays alors qu'il s'apprête à irriguer le complexe militaire industriel US pour armer l'Ukraine? Mais bien Et, sûr, et dans ce cas-là, à quoi joue et pour qui roule le gouvernement Macron? aujourd'hui, on pense encore que les dirigeants aujourd'hui, et Macron en particulier, ont été élus par le peuple et que donc il a quelque part la nécessité de faire la politique pour le peuple ou pour le pays. Mais c'est pas du tout ça. En fait, dans son esprit, je suis persuadé qu'il a été, et il a le sentiment qu'il a été élu par un certain nombre d'oligarques européens, français, ceux qui tiennent les journaux, qui ont fait une campagne éhontée pour lui, les systèmes qui ont invalidé son principal opposant, François Fillon, etc., etc., ceux qui ont invalidé Marine Le Pen. C'est l'oligarchie qui est dont il est l'obligé. C'est pas le peuple, donc il fait la politique de l'oligarchie. Donc on va appauvrir le peuple un peu plus. Mais votre remarque est excellente. Mais je voudrais rajouter à ça une remarque du président Poutine. Parce que j'avais été très frappé au début du conflit, il y a 3 ans, il avait fait une déclaration russe, je ne sais pas si vous en souvenez, où il Mhm, disait, mes collègues européens n'ont pas vu, ne veulent pas parler d'une chose qui est pourtant très grave, c'est la fracture sociale dans leur pays. La mhm. fracture sociale. Il me semble impossible, avec les désagréments, l'appauvrissement, les tensions qui seront dues à la guerre qui commence, il me semble impossible que les élites de ces pays se maintiennent durablement au pouvoir. Il a dit ça dès le début. Eh Ouais, bien, ouais. ce qu'il voit, c'est ce qui se passe sous nos yeux. Nos élites se radicalisent de plus en plus parce qu'elles ont, je vais dire, peur pour leurs fesses. C'est ça qui se passe. Et puis, à un moment donné, on voit le système qui est en train de craquer. Alors, il craque, il a craqué en Italie, il va craquer demain en Allemagne, j'en suis persuadé. Il va craquer en France aussi, mais on est dans un système qui est celui de D'accord. pré-révolutionnaire, je vais dire. Voilà, je vais Mhm. dire ça comme ça. Alors maintenant, il nous reste les deux dernières questions pour cette émission que j'aimerais bien consacrer aux questions géopolitiques et géostratégiques parce que c'est là où va se dessiner donc l'avenir aussi bien de l'Europe, de la Russie ou des États-Unis. Alors, il y a quand même une question qui attire l'attention, c'est promouvoir donc comme le fait Paris sous l'emprise atlantiste ou euro-atlantiste, C'est un ça. pilier européen de l'OTAN pour faire émerger une base de défense européenne comme le réclame Macron depuis longtemps. Donc Oui. la France serait le chef de C'est le file. projet démocrate, on est bien d'accord, hein. Voilà. C'est pas le projet de la Oui, oui, nouvelle oui. administration, mais il reste ce projet démocrate qui n'a pas disparu malgré le changement de régime aux Absolument. États-Unis. On est bien d'accord. Mais le problème ici, c'est que sans élaborer une vision et un projet géopolitique qui l'encadrerait de manière indépendante, revient, selon des analystes, et je vous demande votre avis, à un manque donc d'ambition qui ne permettra pas de regagner une souveraineté géopolitique. Et ce projet reviendrait donc à se fondre dans les priorités de Washington, ou disons de l'État profond ou la faction qui veut continuer la guerre à Washington, il favorisait une relance du complexe militaro-industriel otanisé, et c'est-à-dire donc faire du complexe militaro-industriel français un complément du complexe militaro-industriel américain. Euh,
et l'Union européenne est donc aussi complémentaire de l'OTAN, une annexe du complexe, du même Bien complexe. sûr. Alors, êtes-vous d'accord avec cette analyse? Y a-t-il un moyen d'y remédier avant qu'il ne soit trop tard? Alors, bien sûr, je suis d'accord avec cette analyse. Et je citerai à ce titre une phrase du général de Gaulle de 1963 qui dit: Nous avons décolonisé nos colonies, maintenant il va falloir nous décoloniser nous-mêmes, des Américains. Mais le problème des colonisés, c'est qu'en général, ils ne veulent pas être décolonisés. Il disait ça des Français. Donc, nous sommes sous emprise depuis 1945. Le problème, c'est que cette emprise et ce projet démocrate et ce projet où l'OTAN, nous sommes une annexe du système américain, c'est un système qui va contre, à mon avis, le sens de l'histoire, parce que le sens de l'histoire, c'est le titre de mon premier livre, L'Ukraine, un basculement du monde, c'est-à-dire un basculement du monde où le Sud devient de plus en plus puissant et de plus en plus riche, de plus en plus vite. On n'a pas d'autre choix que ce que j'appelle la métamorphose du Nord pour rentrer de plein pied dans le Sud pour faire des affaires. Dans ce sens-là, Trump a raison. Le problème, c'est est-ce qu'il le fait? Est-ce qu'il le fait bien? Certainement pas. Est-ce qu'il le fait? Je pense qu'il essaye. Voilà. Mais nous, on est dans le monde ancien. Ben, ça marche plus. Il nous faut Et alors, des nouveaux dans ce horizons. cas, Comment? alors dans ce cas justement, pour la Oui, France, donc promouvoir un pilier européen de l'OTAN, donc s'aligner sur ses alliés européens non souverains qui achèteront certainement américains, c'est enfermer la France dans le Rimland américain, c'est-à-dire dans l'espace certainement les Américains tenteront de contrôler pour refouler la Russie et la Chine, alors qu'une oui. géopolitique d'équilibre nécessite un rapprochement avec la Russie qui pourrait Mais jouer un évidemment, rôle. c'est évident. C'est évident. Nous, notre Juste vocation, pour c'est. terminer, Oui, oui, c'était justement la vision continentale de Lisbonne à Vladivostok avec un pivot vers la Russie, donc annoncé par le général de Gaulle qui parlait lui comment on appelle, de l'Atlantique à l'Oural, mais on peut euh, continuer encore l'élargir et, et de rééquilibrer justement l'Europe face à cet axe-là, donc Washington, l'OTAN, mais bien Kiev, sûr. la Pologne, l'OTAN. Mais, Et mais bien sûr, vous l'avez tout à fait dit. Moi, je pense que une des idées de Macron, c'est de penser que s'il renforce l'euro-atlantisme et qu'il pousse à la dépense, il pourra caser ses armements. Mais il rêve complètement. On voit déjà que les Allemands qui sont en train de monter depuis des années un système d'avions pour remplacer l'avion allemand actuellement, ils sont en train de négocier. J'ai lu ça il y a quelques jours secrètement avec les Américains pour leur acheter des F-35 et pour tromper les Français. Donc, Macron rêve dans cette affaire. Je veux dire, il est dans la situation de Jaruzelski, il envoie la viande à Moscou, enfin, dans le cas aux États-Unis. Donc, c'est pas une politique. Alors, ce que je dirais pour avoir un peu un message d'espoir, c'est que nous avons une vision courte des choses, mais aussi bien les Russes que les Chinois, que les Indonésiens, que les Saoudiens, que les Iraniens, que tous ces gens-là, le reste du monde, ils ont une vision longue. Et pour eux, l'héritage du général de Gaulle reste encore là, même si la base actuelle de la France est d'une nullité crasse, je dirais. Il reste ça. Et cette politique du général, elle s'est imprimée dans tous ces pays-là comme une des possibilités qui reste ouverte à la France. Et je suis persuadé que si demain revient un dirigeant digne de ce nom et qui va serrer la main de Poutine, qui est une des premières choses qu'il devrait faire, puis de Xi Jinping, et puis qui parcourt le monde comme l'a fait le général, la France retrouverait cette aura qu'elle n'aurait jamais dû perdre. Voilà, c'est ça. Mais pour ça, il faut sortir de l'orbite américain, ce qui ne veut pas dire qu'il faut être fâché avec les Américains, mais
c'est quand on est décolonisé, c'est toi, et moi, c'est moi. Et moi chez moi, et toi chez toi. Voilà, c'est tout, c'est simple. Moyennant quoi, on travaille, on fait des affaires. Et si Et on fait alors, ça, on rendra service aux Américains énormément, bien plus qu'aujourd'hui où on les enferme. d'accord. Alors, il y a aussi le problème au Moyen-Orient, au Liban, en Syrie. Il y a Israël qui reprend ses bombardements contre la Syrie, Tout à fait. éventuellement vers le Liban, la Turquie qui a donc apparemment Israël et la Turquie ont transformé ces deux pays comme un terrain où ils s'affrontent, où leurs intérêts s'affrontent. C'est Alors, comment ça. voyez-vous toute la chose? Est-ce que, est-ce Alors, que, est-ce que les gens en Europe se rendent compte du danger qui pèse sur eux et sur leurs économies si les choses se dégradent et se détériorent énormément au Moyen-Orient et au Proche-Orient? moi, je constate quand même une chose là aussi dans dessous des cartes, c'est que d'une part, en ce qui concerne le conflit, il y a deux aspects. Il y a le conflit avec l'Iran et il y a le conflit avec Gaza. En ce qui concerne le conflit avec l'Iran, Israël a pris une déculottée. Il faut bien dire la vérité. Et si Mhm, on va voir le dessous des cartes et les analystes qui font véritablement, malgré le fait que les Israéliens essayent de le cacher, tout ce qui a été détruit, aussi bien l'Institut Weizmann que, j'en fais pas la liste, en Israël, Israël est aujourd'hui dans une situation beaucoup plus grave que celle que l'on veut bien dire. Et je pense qu'Israël n'a pas les moyens aujourd'hui, d'abord parce que son dôme de fer a été annihilé par les drones, comme les Iraniens l'avaient déjà montré d'ailleurs au mois d'octobre dernier, que le dôme de fer pouvait être saturé très facilement. Donc Israël n'a pas les moyens de reprendre une guerre contre l'Iran aujourd'hui. Aujourd'hui. Et à mon avis, les Américains n'ont pas du tout envie d'y aller. Et en ce qui concerne Gaza, c'est là qu'il y a une innovation importante. Je rappelle deux chiffres. La première, c'est que sur les 800 kilomètres de tunnels de Gaza, après 20 mois de guerre, 20 mois de guerre, les Israéliens n'en ont découvert que 20 ou 25%, donc 75% des tunnels n'ont pas été trouvés. Et la deuxième phrase, c'est que 40% des conscrits aujourd'hui ne retournent pas à leur base et à leur baraquement le samedi soir. Ils ne retournent pas, donc il faut aller envoyer la police pour aller les chercher. Donc l'armée se trouve dans une situation excessivement difficile. Il y a énormément de suicides en ce moment de plus en plus. Il y a de plus en plus de personnes, de jeunes conscrits dans l'armée qui disent nous n'avons pas eu un seul jour de permission depuis un an. Donc l'armée est dans une situation tellement grave que il y a beaucoup aujourd'hui de spécialistes qui disent en Israël qu'il y a presque un consensus qui se fait jour aujourd'hui, comme quoi Israël ne peut pas battre le Hamas militairement, mais seulement diplomatiquement dans la discussion. Et bien ça veut dire pour moi, lorsque dans une guerre du faible au fort, le fort n'arrive pas à écraser le faible, ça veut dire que c'est le faible qui a gagné la guerre politiquement. Dans cette guerre de décolonisation, je pense que le Hamas aujourd'hui a virtuellement gagné la guerre et que la phase qui est actuellement, c'est que le vaincu, qui est Israël, de cette guerre, est en train de chercher les voies et les moyens pour trouver une solution diplomatique, mais il n'a pas encore accepté que cette Et alors, dans ce situation cas-là, diplomatique. comment expliquez-vous les récentes attaques contre la Syrie, les tensions avec le Liban, c'est-à-dire Ben, qu'Israël la Syrie et le Liban, je dirais que c'est différent. On disait que le gouvernement syrien était à la solde d'Israël. On voit bien que ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, moi, j'ai le sentiment que là aussi, le vrai sujet aujourd'hui, c'est Gaza, évidemment. Et comme Netanyahou n'a pas de solution à Gaza, il essaye de donner le change. Comme il ne peut plus bombarder l'Iran, comme il a essayé de le faire, il ne peut pas donner le change en Iran, donc il essaye de taper sur le Liban, sur la Syrie, etc. Mais à mon avis, il y a de plus en plus de gens, et on le voit d'ailleurs cette semaine, qui aujourd'hui critiquent très profondément Netanyahou, parce que Netanyahou a emmené le pays dans le mur. Enfin, si je regarde
ce qu'il a fait en 25 ans de pouvoir et la situation dans laquelle Israël est aujourd'hui, la situation est catastrophique. Donc moi, je ne serais pas du tout étonné qu'il se fasse mettre en minorité même cette semaine et qu'il perde et qu'il fasse que son gouvernement saute et qu'on retourne aux urnes. Je pense que c'est tout à fait possible. Le grand perdant dans la séquence qui a eu lieu récemment, c'est Netanyahou. À mon avis, Et c'est Netanyahou. alors justement, une dernière question, François. Pardon, on ne cesse de parler de changement de régime en Iran, mais personne ne s'est posé la question du changement de régime en Israël. C'est ça la Ouais, vraie question, à mon avis. absolument. Alors, une dernière question, François Martin, justement, pour relier le tout. Comment voyez-vous la position américaine, justement, par rapport actuellement, son évolution au Moyen-Orient? Donc, après ce qui se passe le changement que vous avez décrit de l'administration Trump par rapport à ce qui se passe en Europe et au Moyen-Orient, est-ce que vous voyez une unité dans cette politique et une certaine accord, comme vous le disiez, au moins tacite, entre les grandes puissances pour ramener la paix? Alors, moi, j'ai constaté que Macron avait pris là une position, une initiative intéressante à l'époque, quand il est allé, quand il est allé en Égypte. Au passage, d'ailleurs, il a fait dire qu'il était allé à la frontière. Il n'est pas allé à la frontière, il est allé à El-Sharif. El-Sharif, c'est à 50 kilomètres. Donc, on regarde pas la frontière quand on est à 50 kilomètres. Mais bon, c'est un effet de loupe médiatique, je dirais. Mhm, Mais son initiative consistant à découvrir qu'il existait un peuple palestinien qui était martyrisé à partir particulier à Gaza, je me disais, bon, il a compris qu'il faut aller dans le sens de l'histoire, il veut faire une conférence avec l'Arabie saoudite au mois de juin, c'est une bonne idée, etc. Et j'ai constaté que malheureusement, son initiative, à partir du moment où la guerre contre l'Iran a commencé, son initiative a disparu dans les, comment dire, elle a été perdue quelque part le bord du chemin, mais je pensais que ça pouvait entraîner un certain nombre de pays européens à la suite pour faire pression sur les États-Unis, pour que les États-Unis finissent par lâcher Israël et qu'il y ait une reconnaissance enfin à l'ONU de l'État de Palestine, ce qui aurait été symbolique mais très important, parce qu'à partir de ce moment-là, Israël se trouve sur une terre étrangère à partir de ce moment-là. Donc ça me semblait très important. Malheureusement, ça n'a pas été suivi des faits. Ça le sera peut-être. Chers auditeurs, notre entretien arrive à sa fin. François Martin, je vous remercie pour toutes ces analyses et tous ces éclairages. J'espère vous retrouver dans les quelques semaines à venir dans un autre entretien pour traiter d'un autre sujet. Merci encore une fois et à très bientôt.